Et on va donc continuer avec Mir Sarkar. On va parler avec vous d'intelligence artificielle. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut contribuer à la transition énergétique? Vous, Mir Sarkar, vous êtes responsable de l'intelligence artificielle pour Engie, Engie Recherche et Innovation. Vous êtes à l'origine entré comme Chief Data Officer chez Engie Digital. Et depuis 2 mois, vous êtes passé côté recherche et innovation pour créer des cas d'usage, justement, intelligence artificielle, transition énergétique pour Engie Production d'énergie, aussi pour les clients. Et l'idée, c'est quand même d'optimiser la consommation d'énergie, hein, tout simplement. On vous écoute. Merci. Alors, j'ai la lourde et difficile tâche de faire la dernière session de la matinée juste avant la pause déjeuner. Pour faire un petit peu de distraction de l'esprit, les slides sont en anglais, à part le titre, et le discours va être en français, donc ça va faire un petit peu de gymnastique intellectuelle pour peut-être aider à distraire l'esprit de ça. Donc effectivement, je parlais d'IA, d'intelligence artificielle et surtout de machine learning. Et comment est-ce que cette partie dans le numérique, qui est une partie qui utilise la data pour faire de la prédiction, du forecasting, pour faire de la classification, etc., peut être utilisée à des fins de réduction d'émissions carbone, à la fois dans la production d'énergie, mais aussi pour optimiser la consommation d'énergie. Alors, quel est le contexte dans lequel on se situe? Donc, on est tous conscients, et puis je pense qu'on partage un petit peu la même vision des enjeux sur lesquels on évolue. Il y a une situation de décarbonation dans laquelle on doit inscrire notre trajectoire. On a de plus en plus de systèmes distribués, de décentralisation, dans lesquels on doit faire évoluer des systèmes de gestion de l'énergie qui prennent en compte l'autoconsommation, les communautés d'énergie, le stockage d'énergie, de l'IoT distribué, etc. Et puis on a le numérique qui de plus en plus produit de la data. Et cette data peut être utilisée à plusieurs fins, et notamment pour développer des modèles prédictifs qui peuvent nous aider dans les solutions de décarbonation qu'on développe. Alors, tous ces enjeux, ce contexte, nous permet à la fois de faire du monitoring, de l'hypervision sur les systèmes de production d'énergie, de générer des prévisions, alors à la fois sur les modèles de production d'énergie, mais aussi sur la durée de vie des équipements, par exemple. On va parler un petit peu de maintenance prédictive. D'orchestrer, d'arbitrer et puis d'articuler les différents systèmes énergétiques pour les faire communiquer entre eux et optimiser un petit peu les systèmes décentralisés d'énergie. Et puis, la data peut être utilisée à deux fins. D'une part, pour aider à la prise de décision au sein des entreprises, au sein du groupe. Donc, d'Engie, on utilise des cockpits de pilotage de l'activité à travers la data qui nous permet d'avoir des insights. Et puis, la data nous permet aussi de développer des modèles d'IA qui sont ensuite inclus dans les solutions logicielles qu'on développe, à la fois utilisées en interne et pour les clients, pour résoudre les problématiques des clients. Et donc, je vais vous parler un petit peu de comment est-ce que on utilise la data et l'intelligence artificielle pour développer des solutions à la fois en interne et en externe, selon trois catégories principales sur lesquelles on se situe aujourd'hui, qui sont améliorer l'efficacité opérationnelle de nos installations, consommer moins, donc permettre à nos clients de comprendre leurs besoins énergétiques, de réduire leur consommation d'énergie et donc réduire leurs émissions carbone, et puis optimiser la production d'énergie pour mieux produire et augmenter le mix d'énergie renouvelable dans le mix énergétique qu'on produit. Alors, on a parlé tout à l'heure de maintenance prédictive, et pour nous, c'est un sujet qui est important parce que si on se situe dans une de nos activités historiques qui est autour du gaz naturel et la production d'énergie et d'électricité à partir de gaz naturel, on a des centrales à gaz naturel qui produisent de l'électricité. Et donc, on développe des solutions de maintenance prédictive qui permettent d'adresser les différents équipements, que ce soit des vannes, des pompes, etc., au sein de ces centrales. Et pourquoi c'est important? Parce que maintenant, ces modes de fonctionnement de centrales sont assez différents de ceux pourquoi ils ont été conçus au départ. Au départ, c'était la baseload, ils produisaient de l'énergie, on les éteignait très rarement pour faire de la maintenance. Aujourd'hui, ils compensent les énergies renouvelables intermittentes. C'est-à-dire qu'on essaye d'optimiser le renouvelable, que ce soit du solaire ou du vent. Et quand ces énergies ne produisent pas, on doit démarrer peut-être une centrale thermique pour compenser. Et donc les modes de fonctionnement et la façon dont les équipements sont utilisés au sein de ces centrales subissent
des forces, des contraintes externes qui sont assez différentes de ce pourquoi ils ont été conçus au départ. Et donc, on développe des modèles qui nous permettent maintenant de savoir quand est-ce qu'on doit éteindre une centrale et de planifier les maintenances pour ne pas avoir des arrêts inopinés de ces centrales. Et donc, juste pour revenir, et beaucoup d'entre vous le connaissent sans doute, la façon dont la maintenance a évolué au cours du temps, la maintenance réactive qui est au départ quand un équipement casse, on le répare, la maintenance préventive qui sont des maintenances planifiées à des cycles réguliers, donc par exemple tous les 6 mois dans une centrale thermique, la maintenance conditionnelle qui peut être soit observé par des experts qui disent qu'un équipement arrive bientôt à terme, il va y avoir une casse, donc on prévoit ça, ou bien en utilisant des modèles intelligents qui permettent de prédire de vérifier quand est-ce qu'un un équipement va casser. Et ensuite, la maintenance prédictive qui est du forecasting. Alors ça peut être sur 6 mois, ça peut être sur 1 an, voire 2 ans sur certains types d'équipements, pour pouvoir planifier une maintenance sur un cycle régulier, et donc d'éviter des maintenances non planifiées qui induisent des coûts et qui induisent des émissions carbone supplémentaires, parce que ça veut dire qu'on doit compenser ce manque de production d'énergie par un autre moyen, peut-être à la dernière minute. Alors, très rapidement, pour rentrer un petit peu dans les détails, mais je ne vais pas rentrer dans les détails techniques des modèles qu'on utilise, mais juste pour vous montrer qu'aujourd'hui, dans les modèles de maintenance prédictive et de forecasting qu'on développe, on a à la fois des modèles statistiques qui nous permettent de détecter les dérives des valeurs de capteurs qu'on mesure sur les équipements, que ce soit des vannes ou des pompes ou des filtres, mais aussi on utilise des données métiers. C'est-à-dire que les experts aujourd'hui qui travaillent sur les sites en termes de maintenance, etc., ont la connaissance métier, ça fait des dizaines d'années qu'ils travaillent sur ce type d'équipement, et peuvent nous fournir des seuils par exemple, pour savoir quand une valeur qui provient d'un capteur dépasse un certain seuil pendant une certaine durée, c'est-à-dire qu'il y a un problème ou un problème qui peut arriver. Et donc on essaie de combiner ces deux approches pour ensuite avoir des modèles prédictifs sur certains types d'équipements. Alors, l'approche de machine learning, il y a plusieurs modèles, plusieurs catégories et familles de modèles qu'on peut développer. Et donc on a commencé, il y a environ 5 ou 6 ans avant que j'arrive, l'approche c'était de se dire on va essayer de développer des modèles non supervisés. Et pourquoi non supervisés? Non supervisés, ça veut dire qu'on n'a pas de label, d'étiquetage sur les données pour dire quand est-ce qu'il y a eu une casse, etc. Et la raison pour laquelle on a commencé par ça, c'est parce que les données d'étiquetage, quand il y a une inspection d'un site, sont peu fiables. C'est souvent sur des petits carnets, ça a été peut-être noté à la main. Et aussi, les données, les casses et les fermetures de centrales sont relativement rares. Parce qu'il y a de la duplication, il y a du backup, il y a de la maintenance préventive qui fait qu'on va éviter qu'une centrale ferme parce que ça coûte énormément d'argent. Donc c'est moins cher de faire de la maintenance préventive, même si l'équipement pourrait durer un peu plus longtemps. Et donc tout ça fait qu'on a décidé d'avoir cette approche, mais en fait on s'est rendu compte que la data, on n'en a pas tant que ça. On n'est pas une big tech, on a des équipements qui sont relativement différents d'une centrale à une autre. Donc l'idée de développer des modèles non supervisés, finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc on s'est rapproché d'un modèle supervisé, mais là on n'avait toujours pas de label. Et donc on s'est dit, au lieu d'avoir un modèle supervisé traditionnel, on va utiliser les données métiers qui nous permettent d'avoir des seuils, des formules de dérive qui nous permettent de savoir quand est-ce qu'un équipement va casser en fonction des signaux qu'on peut observer à un moment donné, pour avoir ensuite une solution qui se développe. Et on va voir que ces modèles continuent d'évoluer. Alors on a parlé un petit peu d'efficacité opérationnelle de maintenance prédictive, et je parlais aussi de tout ce qui est optimisation de la production. Et là on va avoir une plateforme qu'on a développée qui s'appelle Darwin, qui fait de l'hypervision de centrales de renouvelables, que ce soit des éoliennes ou du PV. On a une interface utilisateur qui est utilisée par les opérateurs sur site, et des fonctionnalités qui vont permettre de suivre la production prévue en fonction des données météorologiques, en fonction de la capacité du site à produire suivant les cycles de maintenance, etc. Et puis de combiner ça avec les besoins énergétiques que Engie vend sur le marché pour ensuite compenser, s'il le faut, par l'achat d'énergie ou le démarrage de centrales thermiques ou autres, s'il le faut. Donc il y a une grosse partie sur le forecast, la prévision de production, et il y a aussi une partie sur ces sites renouvelables
de prévision de la sous-performance. C'est-à-dire que quand on développe des modèles qui nous permettent de dire qu'un site éolien ou un site solaire va produire tant, et souvent quand on s'engage avec des particuliers à l'installation de panneaux solaires, on s'engage aussi avec une garantie de production sur une certaine durée. Et donc c'est à l'avantage d'Engie et puis à l'avantage de la communauté de produire autant qu'on dit qu'on peut produire en fonction des données d'irradiance, etc. sur un site particulier. Mais souvent, alors ça peut être dû à la poussière, ça peut être dû à l'ombrage d'arbres avoisinants par exemple, à différentes conditions qui font que les sites ne produisent pas autant que ce qu'on aurait souhaité. Et donc la détection le plus rapidement possible de ces éléments, des raisons et des causes de cette sous-performance sont particulièrement utiles et importants, à la fois pour justement réduire les émissions carbone, mais aussi pour des raisons de coût. Et donc ça peut être à partir de données qui proviennent de drones, par exemple, qui survolent des surfaces. Ça peut être la détection de câbles qui sont déconnectés entre des panneaux solaires. Donc différentes raisons pour lesquelles on essaie d'avoir un modèle qui nous permet d'expliquer aussi pourquoi est-ce qu'il y a ces sous-performances. Et quand on parle d'explicabilité dans l'intelligence artificielle, c'est très important. C'est très important parce qu'on est un peu comme un médecin quand on vous donne un diagnostic, le médecin doit pouvoir expliquer quelles sont les raisons, même si on utilise de l'intelligence artificielle ou un modèle de prévision, pourquoi est-ce que le modèle ou la décision a été prise, quelles sont ces raisons qui font qu'on peut expliquer cette décision de la même façon qu'une banque doit pouvoir expliquer à un client pourquoi un crédit a été octroyé ou n'a pas été octroyé, le cas échéant. Et donc, on utilise des modèles qui sont relativement simples, qui sont basés sur des données statistiques. On utilise relativement peu de deep learning, qui sont des modèles un peu plus opaques pour nous. Et donc, il y a deux catégories. Une première catégorie où, par exemple, sur un site de centrale éolienne, on peut comparer la performance d'une éolienne par rapport à ses voisines et donc voir comment est-ce que ce comportement peut être validé et si une éolienne produit moins que ses voisines et comprendre pourquoi il y a cette situation. Il y a aussi des situations dans lesquelles on demande à une éolienne, par exemple, de produire moins, surtout s'il y a des éoliennes en série l'une derrière l'autre. Il se peut que la trajectoire du vent fasse qu'on demande à la première éolienne de la série de produire moins pour que l'ensemble du parc produise plus en agrégé. La deuxième catégorie de solutions, c'est autour d'une famille de modèles qui sont autour de la causalité de capteurs qui sont au sein d'une même éolienne. Et donc, on va comparer par exemple la vibration avec un capteur de chaleur, avec un autre capteur de direction de force du vent, etc. Et voir quelles sont les corrélations qui font que la modification d'une variable sur un capteur donné peut nous permettre de comprendre qu'il va y avoir un défaut qui va se produire sur les vibrations, sur un autre type de capteur, sur la rotation des pales, etc. Et donc ces deux modèles nous permettent d'avoir cette explicabilité qu'on ne pourrait pas avoir avec d'autres types de modèles. Et donc cette combinaison de l'expertise métier avec des modèles qui fonctionnent sur de la small data d'une certaine manière, pas de la big data mais de la small data, nous permet d'avoir entre autres cette capacité d'explicabilité qui est importante pour nous. Alors je parlais tout à l'heure du modèle de fonctionnement qui nous a fait passer de modèles non supervisés vers des modèles supervisés. Et maintenant, on repart vers des modèles non supervisés, autour du deep learning notamment, pour essayer de voir comment est-ce que tout ce qu'on a appris au cours de ces dernières années, avec les avancées qu'on peut avoir maintenant sur le deep learning, avec un petit peu plus de transparence sur ce type d'algorithme, nous permettent d'avoir aussi cette capacité de passer à l'échelle. Parce que si on fait du supervisé de la façon dont je vous l'ai décrite, il y a des expertises métiers qui nous permettent d'avoir donc des données spécifiques à chaque équipement. Mais d'une certaine manière, ça veut dire qu'on doit faire de la R&D pour chaque nouvel équipement qu'on intègre à notre solution. Et donc pour pouvoir généraliser notre solution à tout un parc d'éoliens qui sont de marques différentes, de constructeurs différents à travers le monde, on doit pouvoir généraliser ces solutions. Et donc on essaye de développer maintenant des solutions qui sont plus généralisables, plus globales, à travers à la fois des approches scientifiques et techniques autour de nouveaux algorithmes de machine learning, mais aussi à travers
des approches de design, de centricité utilisateur qui nous permettent de comprendre comment est-ce que les opérateurs fonctionnent sur le terrain avec nos solutions, comment est-ce qu'on peut s'intégrer à leur process de décision, à leurs outils existants, et puis développer des solutions qui sont donc adoptées et qui ont un impact sur le business et sur la façon de travailler des opérateurs. Alors, troisième catégorie, on a parlé de production, on a parlé d'efficacité opérationnelle. Troisième catégorie, c'est la consommation. Et là, je vais vous parler d'un exemple d'une plateforme digitale qu'on a développée qui s'appelle Smart Institutions, que certains d'entre vous connaissent, et qui nous a permis de travailler avec des campus universitaires, notamment aux États-Unis et en Australie. Donc, c'est des campus universitaires de grande taille, plusieurs dizaines de milliers, voire 100 000 étudiants pour Ohio State University, qui est un de nos premiers clients avec cette plateforme. C'est une offre de service Energy as a Service, c'est-à-dire que Engie s'occupe de toute la fourniture d'énergie, etc., pour garder les lumières allumées, avoir une température confortable, soit en termes de chaleur ou de climatisation, dans les labos, dans les stades, dans les dortoirs, etc. Et le numérique fait partie de cette offre de service, donc ce n'est pas toute l'offre de service, mais ça fait partie. Et ça nous permet de monitorer en temps réel tout ce qui se passe dans les bâtiments en termes d'occupancy, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont dans des bâtiments, de prendre en compte la température ambiante, de corréler les deux, de voir comment est-ce qu'on peut faire de la prédiction en termes de patterns, est-ce qu'il y a des saisonnalités, quand il y a des cours, quand c'est le week-end, il y a plus d'activités dans les dortoirs, moins d'activités dans les labos. Et puis ensuite de contrôler automatiquement les systèmes pour, comme on en parlait tout à l'heure, réduire les lumières, réduire la température, etc. dans les bâtiments quand il n'y a pas d'occupation. On utilise par exemple des données de connexion Wi-Fi dans les bâtiments pour estimer le nombre de personnes qu'il y a dans un bâtiment. Et puis ensuite de mesurer et de vérifier qu'on est dans une trajectoire qui est en ligne avec les engagements que l'université a pris et qui sont dans le contrat. Donc c'est un contrat de 50 ans avec un objectif de net zéro d'ici 2050 pour Ohio State University. Il y a un peu plus de 100 000 personnes sur le campus, que ce soit des étudiants, des chercheurs, des personnes qui travaillent là-bas. Et puis en 10 ans, on s'est engagé, donc c'est un contrat qui a démarré en 2017, on s'est engagé d'une réduction de 25% des émissions carbone en 10 ans, ce qui correspond à peu près à une réduction de 250 millions de dollars pour l'université. Alors en plus de toutes les mesures objectives qu'on peut prendre pour réduire les émissions carbone, il y a toute une partie autour de la prise de conscience et du changement de comportement des étudiants notamment, qui sont de plus en plus conscients de ces enjeux. Et donc on a une interface publique qui permet aux étudiants d'aller voir les émissions carbone de leur dortoir, de les comparer avec ceux de leurs voisins, d'avoir une sorte de ce qu'on appelle en anglais gamification, d'avoir une expérience utilisateur qui leur permet de comparer, d'avoir un leaderboard pour savoir qui consomme moins, quelles sont les actions à entreprendre. Donc il y a une interface publique pour ça. Il y a aussi une interface qui permet aux chercheurs d'accéder aux données de leur université pour ensuite les analyser et prendre des décisions, développer des modèles, développer des nouveaux logiciels qui permettent d'actionner et puis de changer le comportement des personnes sur le site. Un autre exemple que je vais prendre, et c'est le dernier, sur une solution qu'on a développée pour un autre type de clientèle qui sont les grands groupes, qui sont des grands groupes qui sont distribués à travers le monde, qui ont des sites comme des campus, mais localisés à dans différentes zones géographiques. Et donc l'idée ici, c'est comment est-ce qu'on peut les accompagner dans leur trajectoire de décarbonation, parce que tous les grands groupes aujourd'hui, à travers les régulations ESG et à travers leur reporting annuel, prennent des engagements sur quand est-ce qu'ils vont arriver à net zéro, quelle est leur trajectoire de décarbonation. Et pour ça, il faut pouvoir mesurer aujourd'hui l'empreinte carbone, que ce soit sur le scope 1, 2 et aussi 3, pour ces grands groupes. Et souvent, ils font appel à des consultants qui font ça de façon relativement manuelle, et puis Engie aussi fait ça pour ses clients. Mais ça ne peut pas se faire de façon régulière parce que ça demande beaucoup d'efforts manuels avec souvent des outils qui sont relativement peu avancés. Et l'objectif ici, c'est de productiser un petit peu cette approche pour mesurer de façon plus granulaire, à la fois de façon spatiale, donc comprendre ce qui se passe dans les différentes zones géographiques pour différents types de clients, que ce soit des clients industriels, des clients tertiaires, etc. Pouvoir faire ça de façon plus granulaire aussi, de façon temporelle. Donc au lieu d'avoir un reporting qui se fait tous les 6 mois,
le faire de façon journalière ou hebdomadaire, etc. Et puis de définir des targets, alors au niveau global et stratégique pour chaque groupe, chaque client, mais aussi au niveau de zone géographique en disant, voilà, IMIE ou APAC doivent réduire leur empreinte carbone de temps d'ici la fin de l'année. Et donc, pour suivre ces targets, on a développé des outils qui permettent de créer des scénarios d'investissement et qui disent, voilà, quel est le retour sur investissement en termes d'émissions carbone si on isole les bâtiments, si on change les LED, si on achète de l'énergie verte sous contrat, PPA. Donc différentes hypothèses qui permettent de créer ces scénarios et de prendre des décisions à partir de ces hypothèses-là, des plans de projection, et donc de traquer les objectifs par rapport aux targets qui ont été fixés. Et ensuite, c'est une boucle qui se referme, qui est de dire, voilà, une fois qu'on a pris ces décisions, qu'un projet a été implémenté, quelles sont les mesures qu'on peut prendre, comment est-ce qu'on compare par rapport à la baseline, c'est-à-dire par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés et une trajectoire sans avoir mis en place ces investissements, et quelle est l'amélioration des émissions carbone en fonction des investissements qu'on a pris. Voilà, donc ça c'est une interface qui nous permet justement de développer ces solutions. On travaille avec différentes topologies de clients aujourd'hui, et l'objectif c'est de déployer ça sur différentes catégories, non seulement sur des grands groupes aux États-Unis, mais à travers le monde. Alors, pour résumer un petit peu toute cette matinée par rapport à ce que nous on perçoit chez Engie, je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'il y a une spécialisation nécessaire. Alors, on a parlé de semi-conducteurs, mais aussi dans l'IA, il n'y a pas une solution d'intelligence artificielle ou de machine learning qui va résoudre tous les problèmes. Et donc, nous, on se focalise sur des cas d'usage qui sont bien spécifiques et qui demandent des modèles qui sont en cours d'évolution pour répondre à chacun de ces enjeux. On a aussi une conviction qui est celle de créer un écosystème pour collaborer. Alors, il y a un écosystème top-down qui est autour de l'Europe, notamment pour nous ici, avec des initiatives telles que Gaia X ou autres qui nous permettent d'avoir des initiatives autour de la data pour certaines verticales, dont l'énergie, mais aussi des initiatives qui sont plus bottom-up, qui permettent de combiner le travail qu'on fait de façon industrielle avec le travail académique et le travail entrepreneurial. Et l'idée, c'est de créer ces écosystèmes, ces partenariats pour développer un tronc commun où ensuite chaque entreprise et groupe peut différencier leurs solutions sur une couche qui ira au-dessus de ce tronc commun autour de l'IA, de la technologie, du numérique et de la sustainability et de la transition énergétique. Merci. J'ai entendu des bravos spontanés dans la salle pendant que vous vous exprimiez. Est-ce que certains voudraient discuter avec Mihir Sarkar? Alors peut-être qu'on peut parler... Ah ben je vous en prie. Vous avez dit quelque chose d'intéressant sur la labellisation des données, qui est que le fait de rentrer dans cette tâche de labellisation, ça permet de comprendre ce qui se passe et de regarder ce qui se passe. Maintenant, quand on travaille sur des types de pannes, il y a des types de pannes qui n'arrivent néanmoins que très rarement. Et là, c'est quand même une limite parce que les données, même si on devait les labelliser, on n'en a pas beaucoup. Et donc, statistiquement, que peut valoir le résultat qu'on va avoir par machine learning? Absolument. Donc, effectivement, comme je disais, on n'utilise pas de données labellisées, on utilise des connaissances métiers pour créer des règles métiers qui sont autour de seuils, etc. Mais ce que vous abordez, c'est autour du sujet de la validation. Comment est-ce qu'on valide un modèle, à la fois en termes de création de valeur, et les coûts évités, c'est toujours très difficile d'estimer ça. Donc on a des hypothèses qu'on prend pour dire, voilà, si une catégorie de panne peut arriver tous les 2 ans, voilà le coût qu'on peut éviter potentiellement. Et aussi la validation se fait beaucoup par les experts métiers aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on essaye de faire en parallèle une expertise par les gens qui sont sur le terrain, comparer ça avec ce que le modèle peut prédire et puis valider nos modèles de cette façon-là. Si on reprenait l'exemple de Ohio State University, donc 100 000 et plus de 100 000 étudiants sur place, et donc toute une série de bâtiments, vous avez de la production d'énergie, vous voulez gérer l'ensemble de tous ces bâtiments. Et alors là, qu'est-ce que vous mettez en entrée là, parce qu'il faut nourrir votre intelligence artificielle. Donc en entrée, vous m'avez dit, je suis capable de mettre
toute la consommation, toutes les données de consommation, quoi, minute par minute quasiment? Oui, parce qu'on installe nos propres capteurs. Donc Oui. l'objectif, c'est que Engie prenne en charge un petit peu la gestion de l'énergie sur un campus. Et donc, soit on utilise les données de smart meters qui sont déjà installés de smart meters Meters, ah oui, comme oui, METER, en français, c'est de compteurs connectés. Compteurs intelligents. De compteurs intelligents, compteurs connectés qui sont à des pas de temps, peut-être d'une demi-heure ou autre. Mais on utilise aussi nos propres capteurs qui nous permettent de récupérer des données quasi temps réel et donc d'avoir une actionnabilité un peu plus précise sur les bâtiments. Donc vous intégrez toute cette connaissance sur la consommation, vous intégrez aussi d'autres informations comme les informations de température, hein, sur voilà, quelle température là, il a fait pendant ces 10 ans, des données de météo, des données d'occupation des bâtiments aussi. Est-ce que ce jour-là, il y a eu un gros match au stade central? Enfin, donc ça, tout ça, vous êtes capable de nourrir le modèle avec ça? Donc on récupère toutes ces informations. Il y a une vraie problématique autour des données, de la gestion de ces données, c'est la qualité des données. Donc même si on a toute une flotte de capteurs, il y en a qui ne marchent pas, il y a des batteries qui meurent, etc. Donc il faut vraiment gérer cette problématique. Et en fait, ça met énormément de temps dans tout ce que j'ai décrit, la partie intelligence artificielle finalement, une partie minime de l'effort qu'on met, tout ce qui est changement des process, la transformation digitale des équipes en interne, des équipes en externe, tout ce qui est qualité des données, etc., c'est tout ce qui prend la majorité des efforts en fait. Allez, une dernière intervention, on va s'arrêter après. Désolé, mais là il faut parce que par rapport, donc ça suit votre question. Donc sur cet exemple de Ohio University, donc vous avez une multitude de bâtiments. Est-ce que vous avez des systèmes qui gèrent en fait ce bâtiment dans chaque bâtiment? Parce que installer de capteurs, je comprends. Mais après, pour installer le système pour agir sur le système, comment est-ce que... Alors aujourd'hui, c'est un contrat de 50 ans, comme je disais, il y a plusieurs phases, etc. Aujourd'hui, on s'arrête à la porte des bâtiments, c'est-à-dire qu'on a une visibilité à la rigueur sur un étage, etc. Mais ce n'est pas de façon très granulaire sur chaque pièce du bâtiment, etc. Et c'est surtout sur l'acquisition des données pour pouvoir ensuite permettre d'avoir un outil que les opérateurs qui sont sur l'université peuvent ensuite utiliser pour prendre des décisions. L'objectif à terme, ça serait d'avoir une granularité spatiale plus importante et puis avoir des actuateurs sur les systèmes et que ça soit plus manuel, mais qu'il y ait un human in the loop. Donc quelqu'un qui puisse vérifier que les actions entreprises par le numérique font sens, soit pour la réduction... sur le chauffage, la climatisation, l'éclairage, etc. Monsieur Rouquayrol, non, là, je suis désolé, je suis obligé de vous dire stop. Voilà, parce que il faut qu'on essaie de respecter cet horaire. Voilà. Regardez, j'ai toute là, j'ai à la fois Lila de la Varenne, Pierre Bitta, Clarisse Angelet qui me font oui de la tête. Donc là, j'ai toute l'autorité là derrière moi pour vous dire non. Je vous propose, d'abord, on va avoir quelques petites démonstrations pendant le déjeuner. Une démonstration bâtiment Schneider électrique, ça c'est bien. Et une autre démonstration Béoga avec Amaury Pechurka qui va nous expliquer comment ces affaires fonctionnent. On se retrouve dans 1 heure, hein, à peu près. Hein, voilà, dans 1 heure, 1 heure pour déjeuner. C'est au premier étage. Merci infiniment, Mihir Sarka, d'avoir été avec nous. Et puis, on est parti. Allons-y. On va déjeuner.